Je me présente, voilà, docteur Adler, il a plus de cheveux que moi. Dieu merci, j'ai pas cet air ridicule avec des chaussettes qui montent jusqu'à je sais pas où et des chaussures de Mathusalem, mais c'est ça qui m'intéresse. Voilà, Donc je suis penché. La servante au service du noble, du maître d'ouvrage, dira-t-on, voilà, qui a l'argent pour payer quelqu'un qui s'intéresse au sujet, a l'air mal en point, elle a l'air dégoûtée, et moi je dis, regardez en bas de la gravure, donc de Pigalle, vers les années 1820, voilà, fin des années 1820, pas mauvais, pas mauvais. Voilà. Donc il en diagnostique que le monsieur derrière lui, en fait, n'est pas vraiment en mauvaise santé. Voilà. Et pourtant, on voit que les deux individus autour du médecin ont l'air vraiment dégoûtés. Donc, pourquoi s'intéresser aux déjections humaines? Honnêtement, c'est pas un sujet, on me l'a dit moi lors de ma thèse, c'est pas un sujet qui est très porteur. Quoi. Voilà, il faut quelqu'un un peu, ou comme Fabien, ou comme moi, ou je sais pas qui, mais il faut être un peu un énergumène pour s'intéresser à ce sujet pareil, qui, comme le disait Freud, voilà, on n'est pas pris au sérieux quand on parle du caca. Hein. Donc c'est pas très attrayant, tout le monde le fait, on le sent venir, voilà, sans mauvais jeu de mots, et c'est aussi et avant tout une source d'infection. L'histoire nous rappellera que une mauvaise gestion de nos eaux usées peut être source de choléra à Haïti, récemment avec les soldats de l'ONU, mais également de nombreuses autres maladies hydriques. Donc ça, c'est un peu le contre de pourquoi il faudrait s'intéresser. Le pour, c'est que en se penchant comme le médecin, on apprend, on diagnostique, on observe, et c'est une source d'information prodigieuse. En 20 minutes, j'aurai pas le temps de venir à bout de toute cette affaire-là, et vous m'excuserez bien. L'enjeu de santé, je l'ai déjà abordé, et cette fois-ci, je vais le considérer comme positif, puisqu'il s'agit non pas de tomber malade, mais de rester en bonne santé. Et puis enfin, c'est pour les esprits curieux, et Fabien en est un diable d'homme curieux, voilà, un sujet passionnant, voilà, plein de contradictions qui concernent absolument tout le monde, hier, aujourd'hui comme demain, et à moins de se nourrir d'amour et d'eau fraîche, voilà, même quand il y a de l'eau, voilà, on verra que l'oxyde d'urine, c'est un sujet qu'il faut gérer d'hier comme d'aujourd'hui. Alors, on est dans une université, voilà, c'est pas une conférence, on va dire, au café du commerce, si je peux me permettre. Donc, je vais passer par un stade un petit peu abstrait, qui va être de se dire, bon, ce monsieur, on s'intéresse à la question des déjections humaines, des eaux usées, des boues, on les appellera comme vous voulez. Comment on va essayer d'appréhender ça de façon un peu cohérente et d'arriver jusqu'à la station d'épuration, qui est l'ouvrage avec les réseaux d'égouts. Voilà, donc réseaux d'égouts qui, sur Val-de-Marne, on l'aura bien noté, sont de la responsabilité directe et en régie du département. C'est pas le cas partout. Il y a des entreprises privées qui peuvent le faire et des syndicats qui peuvent souhaiter les utiliser. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, comment on évolue sur quelque chose qui devient très compliqué? Bien, on passe par ce qui s'appelle l'interface usager. Alors, cas numéro 1, vous êtes dans la nature, il n'y a pas de règle qui s'impose, défécation allergique. Donc ça, c'est aujourd'hui un cas de figure malheureux qu'on peut retrouver dans des pays en voie de développement où il n'y a même pas de toilette publique. Donc celui-là, évidemment, on ne va pas aller bien loin avec, même s'il concerne aussi les militaires. Voilà, on parle de feuillets, par exemple. Donc l'autre cas qui m'a beaucoup intéressé dans ma thèse, c'est cette interface utilisateur, qui peut être soit mobile, place de nuit, chaise percée, latrine publique mobile, on verra d'ailleurs des équipements publics qui pouvaient se déplacer, on n'a pas idée, ou fixe. Voilà, l'interface peut être fixe. Fixe, on va dire un peu rustique, il n'y a pas de reprise. La matière part, avec ou sans eau, et on n'entend plus parler. Alors quand elle part où? En général, elle part dans le sol, on parle de puits perdu, ça peut être aussi directement dans une rivière, pourquoi pas. Voilà. Donc on peut être pas très loin non plus de la défécation allergique, mais il y a quand même cette interface qui fait que il y a un objet, voilà, il y a un lieu dédié.
L'autre possibilité pour cette interface, c'est d'avoir la reprise, et là on rentre vraiment dans le sujet très technique, hein, voilà, c'est la fosse d'aisance ou le réseau. Et l'illustration de la grande diversité des systèmes, enfin des interfaces, on voit qu'il y a trois positions. Nous, on est plutôt traditionnellement ici la position du milieu, on va dire, hein, de l'Européen occidental, voilà, de l'homme occidental, de la personne occidentale, voilà, plutôt citoyen, et on va s'asseoir. Voilà. Il y a des pays où on est accroupi. On est accroupi dans les toiles de la nature. Ceci étant dit, je passe maintenant à une décomposition un petit peu plus fine, et j'en aurais terminé ou presque avec les schémas, pour dire qu'on va distinguer ce système-là en modules. Voilà. Alors il y a des modules qui sont plus ou moins optionnels, hein, qui vont permettre d'appréhender les évolutions techniques de ces systèmes d'assainissement. Le module 1, c'est cette interface usagée dont je viens de parler. Le 2, la fosse d'aisance et sa vidange. Le 3, les conditions d'éloignement. Et enfin, le 4, qu'est-ce qu'on va faire des matières? Alors ce sujet de qu'est-ce qu'on fait des matières, Fabien en parlera beaucoup plus que moi, et donc je n'ai pas abordé la question qui se trouve néanmoins dans ma thèse, voilà, hein, en partie. Donc ceci étant posé, ce sujet des déjections humaines est avant toute chose, il est très contemporain et dramatique dans certaines situations. Alors vous avez devant vous une photo relativement récente d'une des concentrations humaines les plus importantes et les plus mal loties, puisque nous sommes à Cox's Bazar, hein, au Bangladesh, et ce sont des réfugiés Rohingyas. Donc là-bas, il n'y a pas de toilettes. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire le plus rapidement possible pour éviter ces maladies contagieuses? Mettre en place un système, et vous voyez ici, hein, Oxfam, qui est donc une ONG internationale, qui a mis en place un système avec des gens qui sont payés pour transporter, équipés de masques, et qui transportent les matières qui sont récupérées, vous voyez, dans des bidons. Donc ce sujet, il est aujourd'hui dramatique dans certaines zones du monde. Il concerne d'ailleurs, dans le dernier chiffre de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF, hein, un être humain sur 10 hein, ne dispose pas de toilette. Hein. 1 sur 4 consommerait de l'eau qui serait souillée par des déjections humaines, donc absence de latrine, ou de latrine correctement gérée. Et pas loin d'un demi-milliard d'enfants de moins de 5 ans qui mourraient très prématurément de diarrhée. Alors, le sujet est important. On a déclaré le 19 novembre la journée des toilettes, mais néanmoins, la situation est dramatique. Alors voilà, j'en ai terminé pour le présent. Maintenant, je vais vous emmener voyager, hein, pour essayer de comprendre de quelle manière on en arrive aujourd'hui à une certaine inégalité. Voilà, des endroits où on a des systèmes tellement compliqués, et puis des autres endroits sur la planète où il n'y a pas de système du tout. Alors nos systèmes à nous, ils ont toute une histoire, hein, et je vais commencer par parler des interfaces d'hier et d'aujourd'hui. Alors sur la gauche, hein, et pour commencer, on se retrouve dans l'Antiquité, et des dispositifs qui pouvaient être relativement collectifs. Hein. Donc ici, c'est des latrines publiques gratuites, hein, donc payées par les sénateurs, et qui permettaient aux gens, il y a un courant d'eau qui passe dessous, voilà, de bavarder et de faire leurs besoins. Là, c'était un peu le peuple, les gens un peu plus aisés avaient des toilettes un peu plus dignes de ce nom, hein, où il n'y avait que 2 personnes. On trouve au fil du temps aussi tableau de Bruegel, hein, de 1569, l'illustration d'un rejet direct. Donc est-ce qu'on a une interface là? Pas vraiment, puisque la matière elle est en contact directement avec ce qui va permettre de la faire disparaître, donc en l'occurrence de l'eau. Hein, voilà. Donc ce sont des toilettes qui sont au-dessus d'une rivière. Et puis sur votre droite, toujours des systèmes, pour dire, rustiques. Hein. Alors on est tout en bas, on se retrouve, vous avez une petite légende au Nigeria, hein, les rivières où les gens font dans le fossé qui est destiné à évacuer les eaux de pluie. Voilà. Donc les matières vont être éliminées quand il y aura de l'orage, quand il y en aura un. Hein, voilà. Au-dessus, vous avez à la campagne, fin du 19e siècle, voilà, des rues comme rue de la Feuillée, par exemple, où c'était connu pour aller faire ses besoins. Hein. Et puis encore au-dessus, vous avez une dame, hein, alors on ne voit pas très bien,
une estampe voilà, de 1772, hein, où on voit une dame qui se cache derrière une autre pour une uriner dans la rue. Voilà. À côté de ça, vous avez du matériel, hein, donc du matériel plus ou moins rustique, plus ou moins luxueux. Donc, en haut, c'est très rustique, on est côte à côte, on l'a déjà vu, on est dans un orphelinat à Amsterdam, fin du XVIIIe siècle, et puis en bas, on est chez des gens qui ont plus de moyens. Hein, vous voyez, il y a du velours, il y a du joli bois verni, hein, donc c'est la chaise percée de Louis XIV de Madame de Pompadour. Et puis, c'est un besoin qui concerne absolument tout le monde, donc il faut impérativement aussi avoir des dispositifs pour les mutilés, hein, les gens avec handicap. Et là, on trouve une publicité dans la revue d'hygiène publique, hein, pour un équipement d'un mutilé. 14-18 était il n'y a pas longtemps. Dans la diversité de ces équipements, on arrive à des urinoirs. Voilà, ça permettra à Fabien de faire le pont avec la séparation des matières. Voilà. Là, ce transparent, il est là pour attirer l'attention sur le fait que cette question des déjections, elle peut s'appréhender chez soi, mais aussi elle est intéressante à appréhender dans l'angle latrine à usage public, voilà, ce qui est dans la rue, qui peut être séparé ou pas séparé, qui peut être mobile ou fixe, qui peut être souterrain, public-privé, gratuit, payant, réservé à un certain nombre d'usagers, comme par exemple dans une école ou dans un commissariat de police. On imagine, vous n'allez pas rentrer dans un commissariat de police pour dire je vais aller aux toilettes, vous voyez. Ou si vous allez aux toilettes dans un cabaret, dans un bar, quand ceux-ci sont ouverts, en général, vous prenez une consommation. Voilà. Donc, on peut distinguer tout un type d'équipement. Celui que vous avez en haut, je le trouve particulièrement intéressant, puisque c'était fin 19e siècle, des équipements mobiles, hein, mais publics et collectifs. Voilà, en fait, des équipements qui permettaient de se rapprocher de théâtre, hein, et de permettre aux gens, quand les théâtres n'avaient pas encore leur propre toilette, de tenir propre les alentours. Voilà. Quelques autres exemples de systèmes de gestion des déjections. Hein, donc, fosse mobile, voilà. Les matières tombent directement, on le voit ici, dans un tonneau. Hein. Ce tonneau peut être lui-même relié à un autre tonneau. Hein. Donc ici, après, en fonction de la forme du tuyau qui est ici, on va pouvoir récupérer uniquement le surnageant. Voilà. Donc ce qui flotte ici est liquide, ce qui est solide ici précipite, et on récupère le surnageant. Donc on peut avoir une gestion différenciée des matières, qui fait qu'on peut avoir ici un grand tonneau pour les liquides, un petit tonneau pour les solides. C'est l'inverse de ce que je viens de dire. Les deux sont possibles. Vous avez en bas à droite un produit qui a connu un très grand succès, puisque c'était les latrines de nombreux camps militaires. Les latrines boue, hein, qui sont, vous voyez, reliées connectées à des tonneaux. Hein, et ce sont ces tonneaux, donc les matières sont là récupérées en mélange. Voilà. On peut théoriser cette approche des fosses, hein, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma thèse, et s'intéresser au nombre de trous, voyez, hein, d'orifices, hein, voilà, pour faire une analogie avec l'être humain, hein, et se dire qu'en fait, au début, il y avait un trou, bien entendu, il en faut un pour que les matières puissent rentrer dans cette fosse, voilà. Et puis petit à petit, on s'est dit, on va peut-être la vidanger, parce qu'on va peut-être pas déménager, quand la fosse est pleine, on va peut-être pas déménager, ou faire plein de fosses autour de chez soi, voilà. Donc là, un trou pour l'extraction, mais également, quand on fait l'extraction, il y a des problèmes de gaz, hein, d'odeur, donc il faut ventiler. Et puis, la fosse se remplit, et puis on va voir que petit à petit, tout ça au fil du temps, conduit au tout à l'égout. Voilà, tout à l'égout qui a un certain nombre de désavantages, mais l'avantage majeur de simplifier, d'éloigner le plus rapidement possible. Et effectivement, l'éloignement de ces matières, hein, dont on peut débattre, voilà, parce que c'est vrai que quand vous êtes parent, vous allez être ravi de voir dans le petit pot, hein, ou dans la couche, la petite crotte de votre enfant. Voilà. Hein, moi qui suis un jeune grand-père, je comprends bien, voilà. Mais c'est assez limite. Voilà. Donc ensuite, quelques illustrations de fosses. Donc là, on a une fosse très particulière de la fin du 19e qui permet, vous voyez, d'avoir déjà une séparation des matières. Ici, on va récupérer le solide. On peut avoir des fosses ensuite qui se connectent progressivement au tout à l'égout, voilà, avec des vidanges automatiques.
On peut avoir ensuite l'intérêt de s'interroger sur cette ventilation et de voir que c'est faux. Voilà. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a qu'un trou. La matière rentre dedans. Voilà. La ventilation arrive, il y a des colonnes qui vont permettre de relier cette fosse à l'atmosphère, et donc on retrouve des colonnes en cheminée. Cette matière, ensuite, il faut l'évacuer. Là, il y a un corpus réglementaire énorme, dont je vous fais l'économie, mais je vous rappelle que ça existe de longue date, et qu'en 1791, voilà, on retrouve le règlement de la vidange des fosses. La vidange, comment elle peut se faire? Elle peut se faire de façon très rustique, avec des hommes qui vont transporter des matières. Voilà. Alors, les curieux diront, mais pourquoi y a-t-il un policier derrière? Voilà. Parce que ces gens ne sont pas très très bien payés, font un métier très difficile, mal vu, malodorant, et donc souvent vont chercher à se débarrasser le plus rapidement possible de cette matière. Et s'en débarrasser le plus rapidement possible, c'est l'acheter soit dans un ruisseau de caniveau, soit dans la rivière, et donc c'est un sujet de plainte, qui fait que la police est là pour veiller à ce que les matières soient correctement gérées, et non pas, comme on le voit ici, à Épinal, fin du XIXe siècle, gaspiller, s'accorderait-on à dire aujourd'hui, bêtement, ou polluant la nature. Voilà. Là, on voit toutes les bonnes au service des bons bourgeois qui habitent les beaux quartiers, donc les quartiers où il n'y a pas de vis-à-vis, des belles maisons, voilà. Toutes les bonnes qui jettent le matin le pot de chambre de leur patron. On l'aura compris, il y a une évolution des techniques, et cette slide peut-être un peu dense, vous m'excusez, est là pour vous montrer qu'au fil du temps, tout devient plus compliqué. Au début, alors, parmi les premières inventions, on va commencer à ventiler, parce que ces terres toxiques qui se forment lorsque la matière, entre les éjections vont stagner, il n'y aura pas d'oxygène, on va former du méthane, ça risque d'exploser. On peut former aussi de l'hydrogène sulfureux. Les exploitants des égouts savent combien c'est mortel. Donc on cherche à ventiler pour assurer la survie des vidangeurs. Donc ça date de 1753. Ça fait même l'objet d'une lettre patente, c'est-à-dire que le roi accorde le privilège sur toute la France aux possesseurs du brevet de faire la vidange des fous. Il y a un Normand à Rouen qui a fait beaucoup de choses et qui a notamment été le premier à utiliser la chaux. La chaux qu'on connaît de longue date comme un produit très basique, très agressif. Il a utilisé pour justement neutraliser ces matières qui réagissent vivement à l'air. Le fameux Parmentier de la pomme de terre, avec ses collègues Labru et Cadet, peu de temps avant la Révolution, a lui développé la technique du feu pour améliorer la ventilation. Voilà. L'air chaud monte, donc ça permet d'améliorer cette ventilation. Et puis il y a eu du pompage d'abord manuel, à bras, tout seul, et de la boiserie, pompage à soufflet, toujours à bras mais plus efficace. Et puis enfin la pompe à feu, et je passe le pétrole, l'électricité, le photovoltaïque, etc. Mais toutes les technologies peuvent s'appliquer pour la gestion de ces matières, qui peuvent être donc mises sous pression. Et si vous connaissez aujourd'hui le tout à l'égout gravitaire, voilà, s'il y a des postes de relevage, je emploie un terme un peu technique, donc des pompes permettent de relever les eaux usées pour qu'elles puissent ensuite s'écouler gravitairement. Voilà. Il existe des systèmes, aujourd'hui méconnus, comme le système notamment de Berlier, Jean-Baptiste Berlier, voilà. Un inventeur, ingénieur lyonnais de la fin du XIXe siècle qui a mis au point, il n'est pas le seul, mais en France c'est le précurseur, un système sous vide, voilà. L'idée étant de préserver l'intérêt agronomique, voilà, le caractère fertile, l'azote en particulier, le phosphore de ces matières. Il n'a pas eu beaucoup de chance, c'est des systèmes, dire, assez sophistiqués, qui, même s'ils offraient beaucoup d'intérêt, on les a retrouvés à Amsterdam en particulier, n'ont pas fait longue date par rapport au tout à l'égout qui permettait, il est vrai, voilà, d'utiliser les infrastructures qui existaient déjà pour les autres pluies. Voilà. Alors, j'irai très vite sur la slide suivante, mais dans ma thèse que vous trouvez voilà, sur Internet, je fais un peu une analyse des risques et aussi des sujets pour les scientifiques, parce que tous ces décès qui sont listés, ou ces incidents, ces accidents, voilà,
qui sont listés dans le tableau 1711-1834, je l'ai analysé, c'est des articles. Il y a presque tout le temps des morts, ça a mobilisé beaucoup de savants et on a appris beaucoup de choses dessus, notamment le système respiratoire, le système sanguin, etc., etc. Ça a fait l'objet, comme vous le voyez en dessous, de beaucoup de communications, en particulier l'Académie des sciences. Si le réseau d'égouts gravitaires supprime les opérations de vidange, il compromet ce principe de circularité. Et je vais terminer rapidement sur le retour au sol. Donc la circularité, c'est quoi? C'est ces matières, vous le verrez encore plus en détail après avec Fabien, elles sont fertiles, voilà, elles ont de l'intérêt, autre que d'être le résidu intime de ce qu'on fait. Voilà, et comme quand je fais un cours sur les déchets, je peux des fois comparer les dépouilles humaines à des déchets. Je dis oui, c'en est un. Voilà, quand vous regardez l'encyclopédie d'hygiène du début du XXe siècle, c'est ordures ménagères, cimetières, eau de vidange, etc. Vous voyez, c'est tous les sujets qui sont, on va dire, délicats. Voilà. Donc, par rapport à cela, le fait de rappeler que ces matières ont intérêt, et qu'il faut arriver à surmonter ce dégoût que moi je qualifierais de naturel, l'histoire est là pour nous dire qu'en temps de pénurie, ça a été un engrais. Voilà. Ça a été un engrais, ça a été beaucoup d'entreprises derrière. Et vous voyez que si aujourd'hui on parle de déchets, on parlait de vidange inodore, on parlait d'engrais lyonnais, et tout ça c'est la même chose. Et ça valait de l'argent. Voilà. Donc, mais là je suis au 19e siècle. Tout en bas, vous avez l'UMDP, le sulfate d'ammoniac de l'Union mutuelle des propriétaires lyonnais. C'est devenu Plasticomium. Voilà. Pour vous dire qu'il y a des grosses entreprises qui ont pris leurs racines dans ces matières-là. Donc, sulfate d'ammoniac, en fait, c'est la matière qui est distillée. Voilà. Donc, il y a un traitement. Entre la station d'épuration, dont je ne parle pas, et la fosse de vidange, dont je parle beaucoup, il y a la concentration des matières dont je parle, mais il y a aussi leur traitement. Et un des traitements sur lequel je ne m'étends pas maintenant, c'est le fait de distiller les matières pour concentrer cet ammoniac. Voilà. L'ammoniac a une valeur marchande, puisqu'en l'absence d'engrais chimiques, dirait-on, c'est l'azote qui vient des déjections, de la matière organique vivante, qui est intéressant. Je passe vite sur celui-là. Oui, j'ai trouvé dans mes archives, voilà, le Val-de-Marne a une belle histoire en matière d'assainissement, puisque vous êtes probablement une des premières plateformes expérimentales avec Lille, de l'épuration des eaux usées. Voilà. À Créteil et à Montmédy, voilà, il y a eu une plateforme. Plateforme. Alors comment on fait ça? On fait ça parce que vous avez ici en haut à droite là, Caisse nationale des recherches scientifiques, donc c'est le CNRS de l'époque, recherche sur l'épuration biologique et chimique des eaux d'égout, c'est Dr Calmette, même Dr Calmette du BCG. Donc c'est quelqu'un de très sérieux, un disciple de Pasteur qui a fait 8 ouvrages chaque année, enfin 8 ouvrages en tout, étalés sur plusieurs années, qui traitent de cette question d'égout. Et dans ces ouvrages, on retrouve narré l'historique des expérimentations qui se sont arrêtées à un moment donné. Voilà, la ville de Paris a décidé de partir sur le tout à l'égout et sur le Grand Ouest parisien, et d'abandonner, pour revenir ensuite sur Valenton, et d'abandonner provisoirement le traitement de ces eaux usées. Voilà. Donc on retrouve, voilà, dans l'histoire. Et puis si je me laisse aller, je dirais quel est le futur de l'interface pour nos enfants. Voilà, alors je veux dire, plus on est riche, plus on n'arrête pas le progrès. Et on trouve sur Internet, voilà, c'est les Japonais qui font ça, des toilettes qui, alors si vous avez des bons yeux, c'est une technologie intelligente, ça nettoie les fesses, ça fait une induction du corps humain, il y a des bulles, il y a une désodorisation, ça chauffe le siège, c'est prodigieux. Bon, à quoi ça sert? Et tout ça est-il bien raisonnable? Je termine avec, c'est la conclusion de ma thèse, voilà, 4 déterminants. Donc c'est un sujet qui est en pleine évolution, ça n'a pas arrêté, ça n'arrêtera pas, et puis peut-être que ça s'accélère encore plus, dans le sens où certains territoires ont des technologies qui sont de plus en plus compliquées, et puis d'autres qui vont rester de plus en plus dans une situation qui est probablement totalement intolérable. Donc la technique évolue, savoir ce qu'il faut faire, c'est pas bien évident. Et la technique se répète aussi. Il y a un conflit majeur entre l'hygiène et la circularité.
à savoir qu'on veut l'éloigner, c'est dangereux, en même temps, on aimerait bien en faire quelque chose d'utile. Les aspects financiers, je suis passé très rapidement dessus, vous aurez ensuite les slides. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ça a fait l'objet, j'ai évoqué les lettres patentes. Hein. Voilà. Ça a fait l'objet d'adjudication de marché. Et aujourd'hui, pour les grands groupes hein, voilà, par lesquels je suis passé, hein, voilà, chacun à sa place, hein, c'est un marché non négligeable. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est le biogaz. Voilà. Et puis, et ça, c'est le constat, j'allais dire, le plus triste quelque part. Hein, voilà. Ces matières, elles sont soumises à des règlements, et ça c'est bien normal, il n'y aura pas de règlement, chacun ferait comme il l'entend, et ce serait un joli bazar. Voilà. Mais les règles aujourd'hui font l'objet de réflexion de notre administration, de nos administrations, l'agriculture comme la transition écologique, hein, qui bien évidemment sont aux ordres, on va dire comme ça, hein, des politiques. Et certains politiques, voilà, malheureusement, ils voudraient plus blanc que blanc. Et quand on parle de boues d'épuration, de déchets, c'est difficile. Voilà. Il y a un coût, il faut s'adapter, il y a les territoires. Voilà, je vous ai montré hein, que les techniques, elles évoluent au fil du temps, mais aussi dans les territoires. Il y a des territoires aujourd'hui qui ont des techniques d'hier, il y en a qui ont des techniques d'après-demain. Voilà, je n'ai pas bien regardé le temps. Hein, je ne sais pas s'il me reste... Il me reste 2 autres slides, mais optionnels. Vous êtes parfait, vous n'avez pas beaucoup dépassé, hein? C'est parfait. Bon. Vous voulez, allez-y pour les 2 slides. Alors, les 2 slides, vous trouvez sur Internet quelque chose de très sympa, je trouve. C'est l'histoire du merdoduc de Lyon. Alors, c'est un peu simplifié, mais leur petit schéma, moi qui dessine comme une patate, voilà, hein, je trouve sympa. Au début, c'était simple. Le paysan, bon voilà, il n'a pas d'autre matière, il va à pied, et c'est lui qui fait le boulot. Probablement même qui paye, quelque part. Et puis après, ça va s'industrialiser. Hein, on va avoir un regroupement des matières avec des entreprises qui vont les regrouper. Voilà. Il y a un intermédiaire. Et puis ensuite, je passe les détails, ça devient de plus en plus compliqué jusqu'à un moment donné, la collectivisation totale, voilà. Ça, c'est un peu le merdoduc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va rentrer dans le détail, on a beaucoup de mal à comprendre la logique. La dernière slide, c'est Dieu merci si en France, la valorisation agricole, qui est un sujet important, voilà, je n'ai pas donné de chiffres, mais 80% de nos boues d'épuration, c'est une spécificité française, vont en agriculture. Les boues de Valenton vont en agriculture. Mais dans quelles conditions vont-elles en agriculture? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par le passé, je peux le témoigner, on était en 2007, j'ai animé une journée technique de la GSTM, qui aujourd'hui s'appelle l'AST, là-bas, avec l'AFSA, qui est donc aujourd'hui l'ANSES de Maisons-Alfort, sur le granuval. Ça rappellera peut-être quelque chose à certains professionnels qui sont là aujourd'hui. Donc l'idée, c'était avec une coopérative agricole de faire autre chose qu'un déchet de la boue qui était bien encadré. Voilà. Et puis ça n'a pas marché pour des raisons, j'allais dire, un vétérinaire qui s'est opposé sur un paramètre microbiologique. Voilà. J'avoue que j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé que c'était un peu injuste vu l'argent qu'ils avaient mis là-dessus. Quoi. Ça retourne toujours au sol. Donc donner un avis négatif, c'était un peu politique. Mais voilà, il y a des pays où c'est plus qu'indispensable. Voilà, là, vous avez un article qui est le tout récent, hein, qui le rappelle aujourd'hui. Puis je termine aussi par mes coordonnées. Hein, je réponds volontiers à toutes les questions. Voilà.